Monsieur le secrétaire, merci pour l'entretien. Vous vous adressez à un public mondial à travers Al Jazeera English, Al Jazeera Arabique et nos plateformes numériques, atteignant des téléspectateurs dans tout le Moyen-Orient, y compris le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Koweït, Oman et l'Iran, ainsi que des millions de personnes à travers le monde. Permettez-moi de commencer par vous poser la question suivante. Avez-vous déjà entamé des discussions formelles avec l'Iran ou êtes-vous encore en communication directe pour explorer des points communs? Existe-t-il des échanges directs entre personnes en Iran et aux États-Unis, souvent via des médiateurs? Il y a eu des discussions et le président a toujours préféré la diplomatie et une issue négociée, et nous aurions pu le faire plus tôt. Imaginez un régime iranien qui, au lieu de dépenser des milliards de dollars à soutenir des groupes terroristes et à fabriquer des armes, investirait en Iran pour son peuple, afin d'éviter le manque d'eau et pour que son économie offre des opportunités. Le peuple iranien est un peuple incroyable. Des personnes incroyables, très ingénieuses et entreprenantes, mais leur régime a été le problème. Au lieu de cela, ils ont choisi de dépenser la richesse du pays pour soutenir le Hezbollah, le Hamas et les milices chiites en Irak, déstabiliser la Syrie et parrainer le terrorisme dans le monde entier, en construisant des drones et des armes pour menacer leurs voisins. Nous verrions d'un bon œil un Iran dirigé par des personnes ayant une vision différente de l'avenir, et si cette opportunité se présente, nous la saisirons. Quelles sont vos principales exigences envers l'Iran à ce moment précis de la guerre? Le régime iranien ne doit jamais posséder d'armes nucléaires et il doit cesser de financer le terrorisme et de fabriquer des armes qui menacent ses voisins. Ces missiles à courte portée, une fois lancés, n'ont qu'un seul objectif: attaquer l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït et Bahreïn. C'est la portée de ces armes. Ils en possèdent des milliers et en ont construit beaucoup. Un nombre extraordinaire, sans parler aussi de leur désir de posséder cette arme nucléaire pour menacer et faire chanter le monde. Cela ne sera jamais permis. C'est un risque bien trop grand. Quelle serait aujourd'hui, selon vous, la concession minimale de Téhéran pour mettre fin à ce conflit? Ils doivent agir concrètement pour prouver qu'ils ne veulent pas d'armes nucléaires. S'ils veulent de l'énergie nucléaire, il y a plusieurs pays dans la région qui en ont déjà ou qui en auront en suivant le mécanisme international bien établi et accepté par tous. Ce système permet l'importation de combustibles pour alimenter le réseau électrique et fournir de l'énergie à leur population. Ce qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est un système qui leur permette de transformer rapidement ce processus en armement nucléaire. Ils doivent arrêter de fabriquer tous ces drones et missiles. Nous avons vu récemment qu'ils ont menti. Ils ont nié posséder des missiles de longue portée, mais en ont tiré 2 dépassant largement la limite que leur chancelier avait jugée impossible quelques jours plus tôt. Ils doivent renoncer à leur programme d'armement et ambition nucléaire. S'ils le font, l'avenir de l'Iran peut être prometteur, mais ils doivent choisir cette voie. Et cela fait 47 ans qu'ils refusent de le suivre. L'Iran a rejeté les exigences de Zewa et a imposé des conditions telles qu'une compensation financière et la reconnaissance de sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz. Ces exigences sont-elles acceptables pour les Américains? La souveraineté sur le détroit d'Ormuz est inacceptable pour nous et le monde entier. Personne ne l'accepterait car cela créerait un précédent majeur. Ainsi, des nations pourraient s'emparer de voies navigables internationales et les revendiquer. L'Iran pourrait le faire. D'autres, comme la Chine en mer de Chine méridionale. Personne ne l'acceptera et personne ne devrait. Je serai franc. Peu de l'énergie américaine transite par le détroit d'Ormuz, énergie dont nous dépendons. Nous reconnaissons l'impact de cela sur les marchés mondiaux et sur nos voisins, en particulier les alliés de la région qui produisent de l'énergie et doivent l'exporter vers le marché. Ainsi, les pays de la région doivent admettre que les États-Unis n'accepteront pas cette condition. C'est une condition illégale qu'ils exigent. Cela n'arrivera tout simplement pas. Tant que la campagne d'Ekentiwa et d'Israël se poursuit, il n'y a aucune indication claire que le détroit d'Ormuz soit suffisamment sûr pour rétablir le flux de pétrole et de gaz vers les marchés mondiaux. Envisagez-vous un plan pour garantir un contrôle total sur l'ensemble du détroit? Eh bien, le détroit d'Ormuz restera ouvert. Lorsque cette opération sera terminée, il sera ouvert d'une manière ou d'une autre. Soit parce que l'Iran respectera le droit international sans bloquer la voie commerciale, soit parce qu'une coalition mondiale et régionale avec les États-Unis garantira son ouverture. D'une manière ou d'une autre, il sera ouvert. Mais nous avons des objectifs très clairs que nous essayons d'atteindre ici. Ces objectifs sont la destruction de leurs forces aériennes déjà accomplies, la destruction de la marine largement réalisée et une réduction significative des lanceurs de missiles, ce qui est en cours.
Détruire les usines de missiles et drones servant à attaquer les voisins, les Akami-Swamiawa, dans notre présence régionale. Atteindrons-nous ces objectifs? Sommes-nous en avance sur le calendrier? Nous les atteindrons en quelques semaines, pas en mois. Nous nous attaquerons à la question du détroit d'Ormuz. La décision reviendra à l'Iran. S'ils tentent de bloquer le détroit, ils subiront de vraies conséquences, non seulement des États-Unis, mais aussi des pays de la région et du monde. Vos alliés régionaux, les infrastructures énergétiques critiques, sont bombardés, les villes sont attaquées presque quotidiennement et ils cherchent un chemin clair vers la stabilité. Quel serait votre message pour eux? Eh bien, je crois que la meilleure façon d'atteindre la stabilité, étant donné qui est au pouvoir en Iran, c'est de détruire leur capacité future à lancer des missiles et des drones contre des civils et des infrastructures. L'Iran a attaqué les infrastructures énergétiques de pays qui n'étaient même pas en guerre contre eux. Malgré cela, ils ont ciblé ces pays, c'est pour cela qu'ils construisent ces missiles et ces drones. Ils ont aussi attaqué des ambassades et sièges diplomatiques, ce qui est inédit. Atacaram aeroportos, outro fato inédit. C'est ce qu'ils ont fait, et l'Iran est aujourd'hui plus faible qu'au cours des 10 dernières années. Imaginez dans 3 ou 5 ans, avec plus de missiles et de drones, ce qu'ils feraient à leurs voisins et à nous. C'était intolérable. C'est pourquoi il fallait agir maintenant. Les États-Unis vont terminer le travail. Nous collaborons étroitement avec tous nos alliés sur les questions de défense. Vous savez, malheureusement, des drones et des missiles parviennent parfois à passer, mais la plupart de ces tirs sont neutralisés. Ils sont abattus avant d'atteindre leur cible, sinon la destruction serait. Ce sont des pays forts et stables dans la région. Nos alliés et amis, et nous continuerons à être présents pour les soutenir lors de cette attaque. D'ailleurs, ils ne sont pas responsables. L'Iran les vise en représailles, montrant malheureusement à qui nous avons affaire. Mais il semble que le détroit d'Ormuz ne sera pas leur seul point de préoccupation. Avec les Houthis lançant des missiles contre Israël, Bab el-Mandeb et la mer Rouge deviennent des questions que vous devrez sérieusement reconsidérer. C'est possible. C'est une question permanente. Quand ils ont fait cela, les États-Unis ont réagi, tout comme de nombreux alliés régionaux par le passé. C'est le souhait des Houthis ou de l'Iran de fermer ses voies internationales et de créer une route à péage où il faudrait leur demander la permission pour les utiliser et acheminer leurs produits vers ou hors du marché. C'est inacceptable pour nous et cela devrait l'être pour le monde entier. C'est fondamental. Je me réjouis des efforts du Bahreïn et des Nations Unies que nous soutenons pour créer une coalition qui rejette ce scénario mondial. Qu'ils soient iraniens ou Houthis, ils contrôlent les voies navigables internationales et entravent la circulation des marchandises entre États-nations. Nous refusons cela et le monde aussi devrait refuser. Avez-vous par hasard une objection à la déclaration de Mushtaq al-Khamenei? Rester au pouvoir après tout cela et que la garde révolutionnaire islamique continue d'exercer le rôle crucial qu'elle joue aujourd'hui. Tout d'abord, nous ne savons même pas s'il est au pouvoir malgré ce que l'on dit. Personne n'a entendu. Personne n'a entendu parler de lui. Tout est opaque maintenant. Il n'est pas clair comment les décisions sont prises en Iran. Nos objectifs initiaux n'impliquaient pas la direction. Souhaitons-nous des changements? Pensons-nous que le peuple d'Iran mérite de meilleurs dirigeants que celles qu'il a reçus du régime clérical? Certainement. Serions-nous bouleversés s'il y avait un changement de dirigeant? Pas du tout. S'il y avait quelque chose que nous pouvions faire pour faciliter cela, serions-nous intéressés à y participer? Certainement. Mais ce n'était pas l'objectif de cette opération. L'objectif était, comme l'a précisé le président dès la première nuit, de détruire leurs forces aériennes, ce que nous avons déjà réussi. La destruction de la marine, ce qui a déjà été en grande partie réalisé, et la destruction des usines, c'est-à-dire les usines qui produisent ces armes. Réduire significativement leurs lanceurs de missiles pour ne plus menacer leurs voisins ni les États-Unis. C'était nos objectifs. C'est là-dessus que nous nous concentrons et c'est ce que nous cherchons à atteindre. Nous sommes en bonne voie pour y parvenir. Êtes-vous totalement aligné avec les Israéliens concernant les objectifs et l'issue? Ils ont un objectif différent, axé sur les missiles à moyenne portée dans le nord de l'Iran, qui les visent directement. Et nous nous coordonnons et évitons les conflits avec eux concernant nos opérations. Mais leur objectif est différent. Nous ne critiquons pas cela. Ces missiles à moyenne portée lancés par l'Iran et atteignant Israël sont des menaces auxquelles ils font face. Ils sont aussi menacés par le Hezbollah, qu'ils combattent. Ils ont leurs objectifs et nous évitons les conflits pour éviter toute confrontation. Le président a donné une mission claire pour les États-Unis que nous exécutons actuellement et nous atteindrons nos objectifs dans les semaines à venir. Pensez-vous que l'UE et les pays de l'OTAN ont trahi Zewa en ce moment?
Je trouve cela très décevant. Mais le président et notre pays devront-ils tout réévaluer une fois cette opération terminée? L'une des raisons pour lesquelles l'OTAN est bénéfique pour les États-Unis, c'est qu'elle nous garantit des bases en cas d'urgence. Elle nous permet de stationner des troupes, des avions et des armes dans des parties du monde où nous n'aurions normalement pas de base, y compris une grande partie de l'Europe. Au moment où nous en avions besoin, Zewa a généré un grave risque pour la sécurité nationale et pour nos intérêts, nécessitant la réalisation de cette opération. Mais l'Espagne, un membre de l'OTAN que nous avons promis de défendre, a fini par nous refuser l'utilisation de son espace aérien et de ses bases, s'en vantant. Et y a-t-il d'autres pays qui ont fait la même chose? Vous vous demandez, qu'est-ce que les États-Unis gagnent avec cela? J'ai toujours soutenu l'OTAN parce que je crois que les droits d'utilisation des bases nous donnent de l'influence, de la flexibilité et des capacités opérationnelles partout dans le monde. Mais si l'OTAN ne sert qu'à défendre l'Europe et qu'il nous refuse, refuser des droits fondamentaux quand on en a besoin n'est pas un bon accord. Difficile alors de s'impliquer et de dire que c'est bénéfique pour les États-Unis. Donc tout cela devra être réexaminé. Récemment, j'ai passé du temps en Europe, et ce qu'ils disent en gros, c'est que les États-Unis envoient des messages contradictoires, qu'ils prévoient de se désengager, et ils ne semblent pas vraiment disposés à s'unir à l'OTAN pour avancer sur le continent. Cela explique pourquoi nous avons été prudents avec les Américains, surtout en ce qui concerne le détroit d'Ormuz. Si quelqu'un en Europe vous a dit cela, il ou elle n'est pas honnête, parce que les États-Unis ont des dizaines de milliers de soldats stationnés et des milliards en armement déployés dans toute la région. Tout cela vise à défendre l'Europe, pas l'Amérique, contre une attaque. Les États-Unis sont la base de l'OTAN. Sans eux, elle n'existe pas, ce que l'Alliance reconnaît elle-même. Si nous retirions nos troupes d'Europe demain, l'OTAN prendrait fin. Alors ils le savent. Nous ne retirons pas de troupes de l'OTAN. Ceux qui disent cela ne sont pas honnêtes. Ils plaisantent. Au final, c'est simple. L'OTAN est une alliance. Une alliance doit être mutuellement bénéfique, non unilatérale. Nous espérons résoudre cela plus tard et restons concentrés sur cette opération pour l'instant. Passons à un autre sujet. J'aimerais vous parler du Venezuela après la capture du président Nicolás Maduro. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos projets pour le Venezuela? Je pense que cela se passe très bien. Nous l'avons toujours dit après l'opération. Notre priorité est de stabiliser le pays en évitant une guerre civile. Nous ne voulions pas voir un effondrement systémique ni une migration massive. Vous n'avez vu aucune de ces choses. Pour la première fois depuis des décennies, le Venezuela vend désormais son pétrole au prix du marché. Et l'argent revient pour être dépensé au bénéfice du peuple vénézuélien. Il est utilisé pour acheter des produits et du matériel médicaux et pour payer les salaires des enseignants. Les salaires des enseignants, des policiers, des fonctionnaires et aussi des travailleurs de la voirie. C'est une partie très importante. La deuxième phase, qui se déroule en même temps que la stabilisation, est une période de récupération des éléments fondamentaux qui permettent au pays de prospérer et de croître en attirant à nouveau les entreprises. Nous créons maintenant le type de stabilité qui ramène les grandes entreprises. Nous commençons à voir cela se produire. Mais vous voyez aussi la vie civile reprendre. Les médias indépendants peuvent déjà opérer. Les prisonniers politiques ont été libérés. Les partis politiques se forment à nouveau. Les gens parlent et participent à la vie publique. Et, enfin, vous voulez voir une transition complète. Pour que le Venezuela atteigne son potentiel économique, il a besoin d'un gouvernement démocratique stable qui attire les investissements grâce à des lois, des tribunaux et de la légitimité. Donc, nous sommes sur la bonne voie et une grande partie du mérite revient aux autorités intérimaires qui ont assumé cette responsabilité. Nous échangeons quotidiennement avec notre ambassade et restons très optimistes. Beaucoup supposent que Washington va se concentrer sur Cuba dès que la guerre au Moyen-Orient sera terminée. Quelle décision ou politique aimeriez-vous voir pour un changement de régime? Honnêtement, nous n'avons besoin de rien de Cuba. C'est eux qui ont besoin de nous. Je parle de leur régime. Le problème de Cuba est fondamental. Et nous essayons d'expliquer cela à tous ceux qui sont prêts à écouter. Leur système ne fonctionne pas. Leur système économique est indescriptible et totalement dysfonctionnel. Ce n'est pas un vrai système et rien ne changera sans changer le gouvernement. Récemment, ils ont dit « Les Cubano-Américains peuvent désormais investir sur l'île. » Mais investir dans quoi? Investir dans un pays qui a des lois arbitraires, aucun système judiciaire établi ni de tribunaux. Qui investirait là-dedans? On ne peut pas non plus avoir de prospérité économique sans un minimum de liberté politique.
En participant à la vie économique d'un pays, si je n'aime pas les réglementations ou les règles en vigueur, si des mesures sont mises en place qui me portent préjudice, je dois avoir le droit de me plaindre. Et dans ce pays, on ne peut pas se plaindre, sinon on est emprisonné. Donc, Cuba doit agir si elle veut vraiment sortir de l'impasse. Dans la situation dans laquelle ils se trouvent à cause du régime, ils ont vraiment besoin de mener des réformes sérieuses, tant au niveau du gouvernement que de l'économie. S'ils sont prêts, nous les aiderons. Nous n'avons rien fait de punitif contre le régime cubain, seul changement. Ils ne reçoivent plus gratuitement de pétrole vénézuélien. Ils ne reçoivent plus de subventions. C'est la seule chose qui a changé. Ces coupures de courant signalées ne sont pas de notre faute. Elles se produisaient déjà l'année dernière parce qu'ils utilisent des équipements de 1950 dans le réseau électrique sans entretien ni modernisation par pure incompétence. C'est pour cela que les coupures de courant se produisent. Alors, ma dernière question, si cela ne vous dérange pas, avez-vous une idée claire de quand la guerre va enfin se terminer au Moyen-Orient? L'opération en Iran prendra fin lorsque nous aurons atteint nos objectifs, comme je l'ai déjà décrit. Nous avons déjà détruit leurs marines et leurs forces aériennes, nous détruisons systématiquement leurs usines d'armement et nous avançons également pour dégrader de manière significative leurs lanceurs de missiles. Une fois ces objectifs atteints, nous aurons accompli le but de l'opération et cela ne prendra pas des mois, c'est une question de semaines. Je ne dirai pas exactement combien, mais ce sont des semaines, pas des mois.